Good Morning Business, le grand entretien. 8h17 sur BFM Business et RMC Découverte et notre invité, c'est Agnès Pannier-Runacher. Bonjour, ministre déléguée à l'agriculture et la souveraineté alimentaire. On entendait le président de la République depuis le Brésil à la une des journaux ce matin enterrer le Mercosur. Alors ça n'est pas une surprise, on le savait bien évidemment, c'est pas la première fois qu'il dit que c'était un mauvais accord, mais là il explique que c'est trop vieux, c'est mauvais pour tout le monde. Ma question est la suivante, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui défendre des accords de libre-échange? Est-ce qu'on peut recréer un nouveau Mercosur? Ou quand on voit ce qui s'est passé avec le Canada et le CETA dernièrement au Sénat, il n'y a plus d'accords de libre-échange qui tiennent. Bonjour d'abord. Non, nous avons besoin du libre-échange et de l'agriculture en premier lieu. Je rappelle que l'agriculture exporte 2/3 des calories qui sont produites en France et que s'il n'y a pas de libre-échange, s'il n'y a pas de commerce, eh bien par exemple la viticulture ne trouve pas de débouchés aujourd'hui. Donc notre viticulture s'effondrerait et c'est vrai pour les céréales, c'est vrai pour d'autres productions. Donc l'enjeu c'est d'avoir des accords équilibrés et on a fait la preuve qu'on était capable d'avoir des accords équilibrés. Des accords équilibrés, c'est des accords qui prennent en compte l'effondrement de la biodiversité, le dérèglement climatique et qui mettent en place des clauses environnementales qui soient réciproques. Vous voulez importer en Europe? Eh bien, il faut vous ajuster aux exigences environnementales de l'Europe et nous-mêmes, nous exporterons des marchandises à haute valeur environnementale. C'est ça que souhaite le président de la République et c'est ça que nous sommes capables de déployer aujourd'hui. Et c'est pour ça que le Mercosur, qui est un accord qui date d'il y a 20 ans, n'est pas adapté à la situation actuelle. Depuis 5 ans, nous le disons, et nous allons continuer à porter cette ligne. La nouvelle Commission européenne sera en situation, je l'espère, de réouvrir ce dossier et de nous permettre d'avoir un bon accord avec l'Amérique latine. Mais est-ce qu'on est capable de porter notre voix en Europe, auprès de la future Commission européenne, quand on est incapable en France de valider un accord avec le Canada, l'accord CETA, qui, objectivement, de l'avis de tous, est un bon accord qui a permis notamment de faire développer les exportations de produits et industriels et agricoles au Canada. La voix de la France, elle s'affaiblit après l'échec au Sénat, après les atermoiements sur est-ce qu'on fait repasser le texte à l'Assemblée, ça devient compliqué quand même. Alors, n'oublions pas que cet accord, il a été voté à l'Assemblée nationale il y a quelques années. Et effectivement, moi je le dis très clairement, que le Sénat ait eu une attitude démagogue sur cet accord, en essayant de faire croire aux Français que c'est un mauvais accord, et vous le dites très bien, tous les experts s'accordent à dire que c'est un très bon accord, que c'est un accord qui est bénéfique pour l'industrie. En fait, il suffit de regarder les chiffres de leur évolution du commerce depuis quelques années. On sait ce qu'est cet accord, puisque ça fait 7 ans qu'il est appliqué. Donc c'est pas comme si on sautait dans l'inconnu. On est sur un accord dont on a un retour d'expérience de 7 ans, dont on voit qu'il bénéficie à notre agriculture, y compris sur la filière viande. Et c'est pour ça que nous allons retravailler l'étude d'impact de cet accord pour montrer aux députés que c'est un bon accord. Donc pour moi, le combat, il n'est pas terminé. Et effectivement, on ne pliera pas face à la démagogie crasse, j'en suis désolée, du Sénat, où en plus, c'est très curieux, c'est que ce sont les négociateurs de l'accord qui votent contre aujourd'hui, puisque cet accord, il a démarré sous Nicolas Sarkozy, les LR votent contre aujourd'hui, il a ensuite été validé par François Hollande, le PS vote contre aujourd'hui, donc on voit effectivement que la politique politicienne fait du mal à notre pays, mais nous irons au-delà de ça. Alors déjà en Europe, on a de quoi faire avec la réorganisation de nos règles, et notamment la nouvelle PAC. Les 27 ont approuvé mardi une révision de la PAC. Qu'est-ce qu'il reste dedans des règles qui devaient justement aller plus loin sur les questions environnementales? Il n'y a plus les questions de jachère obligatoires, les haies, les contrôles, il ne reste plus rien. Alors pas du tout. En fait, qu'est-ce que fait cet accord de la PAC? Il donne des souplesses dans la mise en œuvre de la PAC, mais il ne revient pas sur l'ambition climatique et de lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Et je crois que c'est très important de ne pas confondre procédure et être procédurier et avoir une ambition climatique. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, sur les prairies, on dit qu'il ne faut pas toucher aux prairies, et lorsqu'on touche aux prairies, il faut absolument une dérogation. Les prairies, c'est une réserve de biodiversité, c'est un puits carbone très puissant, et donc effectivement c'est très important. Simplement, lorsque vous avez des invasions de campagnols, et que vous devez justement traiter ça, et traiter ça pas avec des produits, mais traiter ça en retournant la prairie, la PAC ne l'a pas prévu.
Lorsque dans le Pas-de-Calais, il n'arrête pas de pleuvoir depuis 5 mois et que les agriculteurs ne sont pas capables de faire les assolements pendant la période hivernale, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas planter. Vous avez beau avoir une obligation dans la PAC qui dit si vous ne plantez pas l'hiver, vous n'aurez pas d'argent, ça ne fonctionne pas. C'est une réalité. Oui. Le vivant ne se laisse pas enfermer par des procédures qui sont dictées depuis Bruxelles. En revanche, nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes engagés dans une planification agroécologique, que nous réduisons les phytos, nous ne revenons pas en arrière sur ça, que nous travaillons sur le puits carbone, que nous faisons en sorte de maintenir au maximum nos prairies, mais nous le faisons de manière pragmatique et efficace, en donnant de la souplesse sur le terrain et en prenant en compte la météo. Ne serait-ce que prendre en compte la météo. Voilà ce qu'il faut dire. Il y a quand même beaucoup d'absurdités dans la réglementation européenne. On en a décelé une nouvelle ce matin avec un de nos invités, le président d'Ecotone, une entreprise française basée à Lyon désormais, qui exploite notamment les marques comme Björk, Clipper ou Alter Eco, qui nous expliquait comment fonctionnait le financement de la PAC pour le bio. Écoutez Christophe Barnois. Aujourd'hui, il y a 10% des surfaces agricoles en France qui sont bio. Et la redistribution des aides de la PAC, c'est 2% des aides. Donc 2% des aides pour 10% des surfaces. Notre demande dans l'écosystème bio, c'est de dire, si on veut vraiment soutenir l'agriculteur, peut-être qu'on pourrait avoir 10% des aides de la PAC pour 10% des surfaces. C'était la question qu'il voulait absolument vous poser, comme il savait que vous veniez ce matin. Alors, sur la PAC, on a un plan national stratégique de notre vision de l'agriculture. Je veux quand même préciser pour ceux qui nous écoutent que les aides, elles viennent aussi en soutien des jeunes agriculteurs à l'exploitation. Elles viennent en soutien d'un certain nombre de ce qu'on appelle les éco-régimes, qui sont en fait les services environnementaux que rendent les agriculteurs. Donc, c'est un peu plus complexe que juste dire j'ai 10% de surface agricole utile et donc j'ai droit à 10% des aides. Parce qu'il y a d'autres objectifs que nous avons aussi dans le cadre de la PAC. C'est un objectif important pour vous, c'est-à-dire justement le bien manger quand même, le bien manger. C'est important, mais l'objectif environnemental est aussi important. Vous me l'accorderez. Donc, il faut être un peu plus subtil que ça. Moi, je rappelle que ce fameux PNS, ce plan stratégique, il a été discuté avec l'ensemble des acteurs. Et il a été discuté précisément pour améliorer notre objectif en matière de baisse des émissions de carbone et en matière de protection de la biodiversité. Vous avez des exploitations qui sont à haute valeur environnementale. On ne s'en occupe pas de celle-là. Vous avez des élevages qui maintiennent des prairies. On ne s'en occupe pas de cela. Donc, il faut être un peu plus subtil. Chacun va vous expliquer que lui devrait avoir droit à une plus grande partie de la PAC. La PAC, c'est la résultante d'une co-construction avec l'ensemble des exploitations et avec effectivement un haut niveau, encore une fois, d'objectifs environnementaux. Votre autre dossier, c'est la loi Egalim, la nouvelle loi Egalim qui doit naître à la fin de l'année. Tous ceux qui passent sur ce plateau propose plutôt de faire juste en sorte que les règles d'aujourd'hui s'appliquent, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas le cas avec, par exemple, la restauration collective qui ne respecte pas toujours les lois Egalim. Qu'est-ce qu'on peut faire pour juste faire en sorte que les règles soient plus respectées? On voit que les contrôles, ça marche pas si bien que ça. Alors, moi, mon premier objectif, c'est effectivement d'appliquer la loi Egalim, toute la loi Egalim, rien que la loi Egalim, dans les mois qui viennent, puisque nos parlementaires sont en train de travailler sur ce qu'il faudrait bouger dans cette loi. Encore une fois, c'est un dispositif dont on fera bouger des curseurs. Ça ne va pas être la révolution, la prochaine loi Egalim. L'objectif, c'est de faire en sorte que ce qui est aujourd'hui dans la loi puisse légèrement évoluer pour que ça s'applique de manière très efficace sur le terrain. Et on voit déjà que dans la filière laitière, ça s'est appliqué avec un bénéfice pour les agriculteurs qui font de l'élevage laitier. Sur la restauration collective, il faut mobiliser les acteurs. Moi, je souhaite ce matin avec Stanislas Guerini que d'abord, dans les cantines de l'État, tout le monde se met en ordre de marche et nous allons libérer des financements, former des chefs cuisiniers. Ça a l'air d'être très lointain par rapport au sujet, mais en fait c'est très important. C'est comment
on fait pour que nos cantines s'emparent de ce sujet-là et mettent des produits bio et à haute valeur environnementale, durables, et qui dans les rémunèrent, cantines françaises. les agriculteurs, parce que pour l'instant, Et qui rémunèrent les c'était pas- agriculteurs. les lois contraignantes d'Egalim sur la grande distribution ne s'appliquaient pas. Alors là, on est sur la restauration collective. Ouais, et je pense que c'est important de le dire. Eh oui. Donc sur la restauration collective, première étape, c'est l'État. On balaye devant notre porte, on doit rendre compte et on doit monter nos objectifs. Deuxième Deuxième plus étape, cher la et semaine payer prochaine. plus cher parce que c'est une question Oui, de c'est ça. coût. Ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis désolée, mais à budget égal, j'ai des résultats qui sont extraordinairement différents d'une cantine à l'autre. Ne nous dissimulons pas, enfin ne nous cachons pas derrière le seul sujet du budget, ça serait tellement facile. À un moment, vous avez des communes qui se sont emparées du sujet et qui arrivent à atteindre les objectifs Egalim. Comment font-ils? Pourquoi il y a des départements qui font beaucoup mieux que d'autres? Pourquoi il y a des régions qui font beaucoup mieux que d'autres? C'est aussi des sujets de compétences, de recrutement, de cahier des charges, d'utilisation des codes des marchés publics. Et là, effectivement, il faut accepter de rentrer dans le détail et de travailler ensemble. Le 2 avril prochain, nous réunirons avec Marc Fesneau une conférence des solutions. Là, nous aurons tous les acteurs autour de la table, les collectivités locales, évidemment les cantines scolaires derrière. Nous aurons également le monde hospitalier, les EHPAD, Merci les beaucoup entreprises. Agnès Pannier-Runacher. Vous savez qu'on a pour l'ARCOM faire qui nous un- surveille. On est à la fin du mois de mars et on n'a pas le droit à une seconde de plus Agnès Pannier-Runacher. Je suis désolé. Merci beaucoup d'avoir été Merci à vous. sur ce plateau.